Bon, tout le monde va s'endormir, mais en vrai, il est quand même déjà 4 heures, c'est pas très grave. Désolé, mais ça sert à 3 baigneurs. Avec moi, tu vas les respecter. Tu vas les respecter, je te le dis Je gentiment. veux dire que personne ne parle comme ça. Et en plus, c'était mon premier jour. Donc, le mec m'a dit, le mec, quoi, t'en fous. Bon, bah, c'est son dernier jour. C'est vrai que ce mec, Bonjour à tous et bienvenue 1 sur heure de Les cours, c'est 10 000 Aujourd'hui, euros. Notre invité, il s'appelle Patrick Mouratoglou. Patrick C'est probablement un des plus gros coachs de tennis au monde. Il est français. Il a créé son académie. C'est lui qui a notamment coaché Serena Williams, par exemple, et plein d'autres, vous allez voir. Il nous a reçus dans la Mouratoglou Academy. Non, c'est pas une fraude, par contre. Un vrai village. Il va nous expliquer comment il est devenu le meilleur coach au monde alors qu'il était très timide au départ. Il va aussi nous raconter toutes les anecdotes qu'il a vécues en tant que coach. Vous savez, il en a vraiment beaucoup. C'est Abrège. impressionnant. Attendez, excusez-moi les gars. 10 balles sur le pays. Alors, oui, il a ouvert son énorme académie dans le sud de la France. On a pris. Il doit se faire des couilles en or avec ça. Ça écrit rien que la semaine, je crois, d'entraînement là-bas, c'est genre du 3-4 000 balles. Pour filmer, on va vous faire visiter pour essayer de comprendre ce phénomène-là. Comment est-ce qu'il est Après, ça a l'air stylé. le grand coach du monde en tennis? Quelles sont ses méthodes? Comment il fait pour emmener quelqu'un d'un point A à un point B? Nous écoutez sur les... Pendant 10 ans et monté la Mouratoglou Tennis Academy. Et on va vous parler de ma vie. Avec plaisir, bienvenue. On est à l'académie. Dans le sud. Alors, pour vous expliquer, on était à Monaco, pas très loin, à l'occasion du festival de télévision. On a profité pour venir voir Patrick. On savait Et quoi là, il est pas bon le son? pas très loin. On savait pas que c'était si gros. Quelle taille ça fait ton académie là? Ouf, ça fait, je crois que ça fait 12 hectares. C'est la plus grande académie de tennis d'Europe. Il y a 34 cours de tennis. On a un hôtel de 155 chambres. Il y a 4 piscines. C'est un campus, 2 quoi. Fitness. Bien sûr, il y a des gens il y a 200 élèves à plein temps qui dorment sur place, qui vivent sur place. On a les restaurants. Ils vivent, L'école. ils dorment là. Oui, bien sûr, ils dorment. On a une école américaine, une école française. Parce qu'ils font leur scolarité ici. Évidemment, tout ce qui concerne le sport, donc le tennis, la préparation physique. On a un centre médico-sportif aussi sur place pour tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Et puis on a un hôtel, un spa. Ah, c'est un film de cul, le truc. C'est une ville en fait. Enfin, c'est pas une ville, évidemment c'est une exagération. Mais... Non, il y a des villes plus petites, je pense. C'est pas franchement, j'ai vu des villes plus petites que ça. C'est vraiment immense. On est arrivé, il y a plusieurs parkings. Là. Il y a les drapeaux, j'ai vu, de plein de pays. T'as mis. Ouais, parce qu'en fait, on a des enfants. C'était mieux celui avec Manu. Ah frérot, avec tout le respect que j'ai pour Manu Ferrara, qu'est-ce que je m'en branle de la vie d'un acteur porno? 60 pays différents. Enfin, je m'en branle pas, mais je m'en branle un peu. 100 élèves à plein temps qui viennent vraiment de partout. Des Australiens, des Ça doit Chinois, être marrant à regarder avec Ravus, mais... Des Européens, évidemment. Donc oui, c'est une mini-ville. Ah mais le domaine pornographique ne m'intéresse pas vraiment. De tennis ou de gens qui veulent faire du tennis leur vie, leur profession. Si tu veux bien, on pourra visiter tout à l'heure, montrer des images un peu de plein de spots. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait des piscines. J'ai vu qu'il y avait une scène qui était en train d'être préparée. Je crois que tu fais un gala tous les ans. Oui. Et puis là, en l'occurrence, c'est 4 jours après le tournage, donc c'est pour ça que c'est en train d'être préparé. Avant de parler de ta vie, c'est un gala, pourquoi que tu fais? Alors j'ai monté une fondation en 2014. En fait, j'ai voyagé... J'abrège, je veux des anecdotes, moi. Et ça m'a un peu... Y a pas des chapitres, genre, parce que comme c'est des longues vidéos, en vrai... C'est triste de voir ça. Moi, en fait, en plus, il y a un lien direct avec mon histoire. Moi, c'était pas une question d'argent, mais on m'a pas donné ma chance. En fait, ah si, en vrai, c'est intéressant. Des bons joueurs en France, et donc, par extension, dans le monde. Et c'était ma passion, le tennis. C'était mon rêve de devenir joueur pro. Et puis, on m'a pas donné ma chance. Pour moi, quand un gamin a... Non, je pense pas que je vais regarder 1h36, mais à mon avis, il y a des trucs grave intéressants dedans. Mais c'est surtout même des leçons de vie, hein. C'est pas forcément que le tennis. Parce que lui, il a un parcours de fou. Le potentiel et qu'on lui donne pas sa chance pour des raisons X, Y, Z, ça me fait du mal. Et donc, c'est inspirant de ouf. J'ai constaté ça, qu'il y avait un vrai manque d'argent. Et donc, j'ai monté une fondation en 2014. Autour de cette fondation, j'ai réussi à réunir un certain nombre de gens qui sont des grands donateurs, qui sont des gens qui ont très très bien réussi dans la vie, qui adorent le tennis et qui ont envie de donner à des gamins. Pas forcément des tennisman. Non, pas du tout, non. Pas, beaucoup jouent, mais ils jouent pour le plaisir, évidemment. Et puis il y en a qui jouent même pas, mais ils adorent le tennis. Et ils sont contents. C'est un bon businessman, mais pas un bon coach. Des grands espoirs. Bref, Formacito, je pense qu'on a besoin il a besoin de tes conseils, je pense. On sélectionne un certain nombre. J'en ai pas plus que 15. Et puis, on les aide. On les aide, en fait, on lève ces fonds-là pour financer leurs besoins. Et évidemment, on les suit de très très près. Et en fait, dans ma fondation, il y a eu Coco Gauff qui vient de gagner un grand chelem, qui vient de gagner l'US Open. Elle a atterri dans ma fondation à l'âge de 10 ans. Ça fait depuis qu'elle a 10 ans qu'on l'aide. Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, tous ces joueurs-là qui sont top 10, qui sont top 5 même aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux. C'est des gens qui ont été entièrement pris en charge par ma fondation depuis 2014. Et chaque année, je fais un gala.
Et à l'occasion de ce gala, T'es arrivé en costume, tu t'es mis en chaussures en terre battue juste avant. Je plaisante. pas du tout. Tu sors vraiment, pour vous expliquer, t'es vraiment habillé en coach, tu sors du terrain. Ben, je suis habillé en coach 90% de ma vie. En fait, c'est mon métier, c'est d'être coach de tennis, donc c'est ce que j'ai toujours fait. Toujours aujourd'hui, mais tu pourrais devenir businessman en étant un peu moins proche de la terre battue tous les jours. Alors, je le suis aussi par nécessité, mais mon élément. J'espère qu'il va parler du niveau français au tennis ces 20 dernières années. En fait, on parlera sûrement de mon histoire après, mais le cours de tennis, c'est le seul endroit où je me suis senti bien pendant 20 ans de ma vie. Le seul endroit. Vous pouvez me mettre n'importe où, j'étais très très mal. Sur le cours, je me sentais bien. Et donc, c'est un endroit où j'ai développé des aptitudes parce que c'était le seul endroit où j'avais l'impression d'être quelqu'un. J'avais l'impression d'avoir de la qualité, alors que partout ailleurs, j'avais l'impression d'en avoir aucune. Voilà, donc je suis très bien sur un cours. C'est l'endroit que je préfère être. C'est l'endroit où j'ai l'impression aussi d'être le plus efficace, d'arriver à vraiment faire des différences pour les gens. Tu vas me dire s'il y a des gens qui veulent absolument... On en parlera après, mais que ça soit toi qui les coach et tout ça. On va reprendre ta vie. T'es né le 8 juin 70 à Neuilly. Famille plutôt aisée ou plutôt modeste? Non, famille plutôt... En fait, les deux. C'est-à-dire que mes parents... Mon père venait de Grèce, c'était un émigré grec. Il est arrivé à l'âge de 13 ans en France. Et donc, ils n'avaient pas du tout d'argent. Ils ont quitté la Grèce, c'était la dictature là-bas, donc ils ont tout perdu. Ils sont arrivés sans rien. Et mon père a fait des très bonnes études, il a fait l'école polytechnique. Donc il a eu un très bon job tout de suite et puis il a monté. Ouais, j'ai testé le paddle, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le paddle. Promotion immobilière et donc il a bien réussi. Donc j'habitais à Neuilly, donc bon, je pense que tout est dit. J'avais pas de problème. Mes parents n'avaient pas de problème d'argent. Par contre, j'ai vraiment pas été élevé dans le luxe du tout. Mes parents sont très simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a une boîte qu'il vient de vendre d'ailleurs, extrêmement chère, qui est une énorme boîte. Qui est devenue la plus grosse boîte d'énergie renouvelable en France. Il avait l'équivalent aux États-Unis. Après, il n'y a pas de honte à être un fils de bourge en vrai. Moi, j'aurais aimé être fils de bourge. Ça veut dire pas gâté? Souvent, les gens ils disent ah lui c'est un bourge et tout, comme si c'est péjoratif genre. Habillé n'importe comment. Ah, j'aimerais bien moi. Bon, n'importe comment, j'exagère, mais j'ai jamais eu tout ce que les autres avaient. Jamais. Ce qui était très bien, parce que ça m'a très bien Après, c'est vrai que les bourges ont souvent une tendance à dire qu'ils avaient rien alors qu'ils avaient, mais ça c'est autre chose. Mais en même temps, je dirais que c'était pas bien non plus parce que j'étais trop décalé par rapport aux autres. Alors déjà que j'avais des problèmes, moi, relationnels, comme en plus je ressemblais pas du tout aux autres, c'était difficile. Ça n'a fait qu'aggraver mon cas. C'est intéressant pour comprendre, tu sais, après on va parler du mindset, de ta façon de penser quand tu coaches les gens, parce que c'est pas juste entraîneur, coach, c'est aussi les accompagner psychologiquement, dans la motivation, dans tout ça. Donc c'est intéressant de comprendre un peu le parcours rapidement. T'étais bon élève, t'as eu une enfance plutôt bonne en termes d'études. Moi j'espère mes gosses, ce sera des vrais fils de bourge. Parce que j'étais nul. Ah, t'étais complètement nul. Non, en fait, mon enfance... T'étais nul parce que tu voulais pas être bon ou t'étais nul parce que c'était pas ton truc l'école? Je pense que j'étais pas câblé pour l'école du tout, et je suis pas le seul, il y a beaucoup de gamins dans ce cas-là, et en fait, il n'y a pas de solution pour ces enfants-là. C'est-à-dire que l'école, en fait, c'est un rouleau compresseur, où il y a 30 gamins ou 35 dans la classe, où les professeurs, je ne veux pas les accuser plus que ça, mais pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont aucune formation. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur matière. Honnête. Prof de maths, il connaît les maths, un prof d'histoire connaît l'histoire. Est-ce qu'ils connaissent l'enseignement? Est-ce qu'ils connaissent le coaching? Pas du tout. Donc, ils ne peuvent pas aider des gamins qui sortent du cadre. Et donc moi, toute mon enfance a été un cauchemar. Mais quand je dis un cauchemar, c'est un cauchemar, il n'y a pas d'autre mot. C'est quoi, phobie scolaire À tous les niveaux. En fait, de l'école, j'y arrivais pas. J'étais dernier de la classe et j'essayais, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas. Mais tu redoublais, tout ça, ouais? Ouais, j'ai redoublé. J'ai eu mon bac à 20 ans. J'ai pas continué. Ok. Non, j'y arrivais pas du tout. J'étais dernier. Je me suis viré de plein d'écoles parce que j'étais mauvais. Ensuite, j'avais pas du tout de capacité de connexion avec les gens, donc j'avais pas d'amis. C'est vrai, socialement, t'avais du mal? Dramatique. Ah bon? Ah ouais, dramatique. En fait, j'étais tellement timide. C'est étonnant pour un coach qui, aujourd'hui, justement, va aller chercher l'humain. C'est justement pour ça que je suis devenu coach. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui deviennent kinés parce qu'ils ont eu des blessures terribles quand ils étaient jeunes et qu'ils ont cherché les solutions pour eux. En fait, j'ai trouvé des solutions pour moi que j'ai mis au service des autres. Mais non, j'étais seul tout le temps parce qu'en fait, ma timidité était telle, j'avais tellement aucune estime de moi qu'en fait, j'avais l'impression que si je parlais, j'allais me ridiculiser. Et donc j'avais qu'une trouille toute la journée, c'est que les gens m'adressent la parole. Après ça doit être le cas d'énormément de gosses. Hein. Et donc je ne regardais pas les gens dans la classe. Je faisais en sorte de croiser le regard de personne pour que justement on ne m'interpelle pas, on ne me parle pas, on ne me pose pas de questions. L'invisible. Voilà, je voulais être invisible, exactement. Bon, et puis après, quand les enfants sont durs avec les enfants, donc quand tu es en situation de faiblesse, ce qui était mon cas, les jeunes ils le voient direct. Je me suis craché dessus, je vais passer les détails. J'ai vécu beaucoup de violence aussi. Violence des professeurs à l'école. Merci Oncle Bems pour le ressort. Malheureusement, à cette époque-là, il y avait pas mal de violence. Les profs, c'était acceptable que les profs tapent les gamins. Je me suis beaucoup tapé, comme j'étais mauvais. Évidemment, j'étais le souffre-douleur des profs aussi. Ensuite, j'ai été beaucoup agressé aussi physiquement dans la rue.
Ah oui, c'est vrai, Pas mal de fois, oui, ouais. c'était vraiment... Ouais, ok, pas mal de- ok. Mais quand on est faible, je pense qu'on attire ces choses-là aussi. Quand on se sent pas fort, forcément. Comme dans la jungle, un peu, comme dans Mais bien un sûr. safari, tu vas voir les animaux qui vont s'attaquer aux plus faibles. Ah mais c'est exactement pareil, bien sûr. Donc tout ça, c'est des trucs. Mon enfance, ça a été que ça. Et puis comme j'étais extrêmement timide, mal dans ma peau, voilà, j'avais l'impression que j'étais nul. Ça a généré une angoisse terrible. Donc j'étais hyper angoissé. Et cette angoisse avait des conséquences. Donc je faisais des paniques attaques la nuit. Des terreurs nocturnes. Oui, mais à un point, mais tu peux même pas imaginer. Ma mère a passé mon enfance au chevet de mon lit à pas savoir quoi faire parce que je pouvais pas dormir. Je poussais des hurlements, c'était abominable toutes les nuits. Ça a duré des années. Ensuite, j'étais insomniaque. J'étais malade tout le temps. Je vomissais beaucoup parce que dès que j'étais anxieux et ça me faisait vomir. Donc non, mon enfance a été vraiment cauchemardesque et surtout, il y avait aucune issue. Je ne voyais aucune issue, aucune. Donc j'avais pas envie de vivre. Hein. Vraiment, mon enfance a été vraiment abominable. Et puis j'ai rencontré le tennis et le tennis m'a sauvé la vie. Il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie, c'est les chiens et le tennis. Je vais expliquer en 2 mots, parce que ça paraît bizarre comme ça, dit comme ça. C'est un grand écart, mais tu vas t'expliquer. Ouais, mais c'est très simple. Et un chien qui t'a donné de l'amour ou... Non, même pas, parce que j'ai supplié mes parents pendant 15 ans d'avoir un chien, ils n'ont jamais voulu. Donc tout ce que j'ai demandé, je l'ai jamais eu. Même s'ils voyaient que t'étais pas bien. Ouais. Pourquoi ils voulaient pas? C'est intéressant de... Par Allergie l'argument, non, l'argument c'était juste, bah non, tu vas pas t'en occuper, moi j'ai pas envie, donc voilà. Ouais, d'accord. Porte fermée, terminé. Fin de la discussion. Mais donc le tennis m'a sauvé parce qu'en fait, j'étais pas trop mauvais. Donc quand j'étais sur un court de tennis, j'avais l'impression d'être bon à quelque chose. C'est la seule chose, c'est le seul endroit où je me trouvais bon. Où les gens me disaient que j'étais bon. Où j'avais pas l'impression d'être un loser, une merde, un moins que rien. Tu vois, le regard des autres qui était différent. Complètement différent. Et puis, comme je me sentais bon sur un court, bah, du coup, je me sentais un peu fort et je me sentais à l'aise pour parler avec les gens. Donc, quand j'étais sur un court de tennis, je pouvais parler avec les gens. On va parler des chiens après, mais t'étais bon tout de suite. Tu dis, on m'a regardé, je voyais. Oui, assez vite, mais j'ai commencé à 4 ans en fait. J'ai commencé parce que mes parents allaient au club de tennis le week-end. C'était très à la mode le tennis dans les années 70. Je suis né en 70, donc c'était 74. 54 ans aujourd'hui. Ouais. Je redonne ton âge pour tous ceux qui ne voient pas, parce que tu fais jeune, mais c'est pour qu'on comprenne pourquoi les et donc, j'ai joué très tôt. Et puis très tôt, j'ai adoré ça. Donc très tôt, j'ai commencé à pas être mauvais. Et donc, je voyais le regard des gens. Et les gens me regardaient complètement différemment quand j'étais sur un court de tennis et quand j'étais ailleurs. Et puis, encore une fois, je me liais facilement d'amitié avec les gens sur un court parce que je me sentais fort, alors qu'ailleurs, je me sentais nul. Quand tu arrives en situation de force et que tu sais que tu es bien, que tu es ancré, etc., tu vas être moins timide naturellement que quand tu n'es pas à l'aise. Évidemment. Ouais, c'est ça. Évidemment. Attends, juste pourquoi les chiens? Et les chiens, parce qu'en fait, tous mes problèmes de terreur nocturne, qui ont duré des années, je les ai résolus. Et ensuite, d'insomnie, je les ai résolus en arrivant à créer un environnement où je me suis senti bien. Et en fait, quand tu n'arrives pas à dormir, tu as une angoisse terrible. Mon esprit a réussi à créer quelque chose qui m'a fait me sentir bien et je me suis endormi. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Et en fait, qu'est-ce que c'était? C'était moi en finale de Roland-Garros. À 18h, je peux te décrire le truc comme si je l'avais vécu 10 fois, hein, la scène. Alors que je l'ai jamais vécu malheureusement, mais 18h, je peux te dire l'intensité du soleil sur ma peau, le son, je sais tout. Parce que je l'ai vécu 1000 fois cette scène-là pour m'endormir. Je suis à 5-5 au 5e set et je suis bien, mais tu peux pas savoir. Ah, t'as ton score? Ah, je sais tout. Mais je me suis senti tellement bien quand je me suis vu là, et je me suis endormi. Je me suis dit, putain, ça marche. Et j'étais très angoissé aussi, j'avais peur de tout. Et un autre truc qui a marché, c'est les chiens, donc. J'ai réussi à imaginer. Se taper une queue, c'est bien aussi, en vrai. En vrai. Imaginez que j'avais une centaine de chiens autour de moi qui me protégeaient, en fait. Et cette protection des chiens, cette sensation de protection m'a permis de m'endormir. Tu rêvais tous les soirs de gagner Roland Garros à un moment donné. Envers des chiens et le tennis. Doucement. Est-ce que t'as un chien maintenant? Bah oui. Pas un. Ah, c'est vrai? Ah ouais, je peux en avoir 10 des chiens. Merci Lily pour le recep. Mais comment t'as fait pour prendre confiance en toi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire de ce que tu me décris. T'es bel homme, tu vas dégager de la confiance en toi, du charisme, tout ça. À quel moment t'as basculé et comment? Alors ça m'a pris 10 ans pour basculer. Et en fait, c'est ce que j'explique toujours, c'est que le truc, s'il y a un truc dont je suis fier dans ma vie, parce qu'on me demande toujours de quoi vous êtes le plus fier, vous avez fait ci, vous avez fait ça, etc. Et je dis, il y a une seule chose dont je suis fier, c'est d'avoir transformé cet ado de 16 ans qui avait aucune chance dans la vie, mais quand je dis aucune, c'est aucune, en un adulte de 26 ans, donc 10 ans, qui était prêt à tout bouffer. Et c'est-à-dire, quand je dis tout bouffer, je veux dire par là, à faire de sa vie son rêve. Voilà. Je me suis dit,
Alors, tout a commencé très C'est tôt. l'académie Mitroglou. Ouais. Merci Mickey pour le sub. Mickey. Ça a commencé très tôt parce que très jeune, je me suis rendu compte que j'allais mourir. Bon, c'est pas un scoop, tout le monde le sait, mais il n'empêche que j'en avais une conscience. Ah, mais terrible. Qui m'angoissait terriblement aussi. Vous encore plus après ce stream. Et à 15-16 ans, je me suis dit, mais je vais quand même pas vivre toute ma vie comme ça. J'ai pas d'amis, je me sens nul, je suis bon nulle part, j'ai aucune espèce d'opinion positive de moi-même, je peux pas vivre comme ça. Je vais faire quoi de ma vie? Ça va être une horreur, quoi. Et je me suis dit, il faut que je change. Il faut que je change tout. Comment je vais faire? Et cette sensation que j'ai de la fugacité de la vie a fait que j'ai vraiment décidé de tout changer. Je me suis dit, en fait, j'ai 16 ans, je suis mort dans 60 ans, je suis mort. Ça va passer en 3 minutes, ce que je te confirme. J'en ai 54 aujourd'hui, c'est passé. Oui. Ah, mais tu peux même pas imaginer, c'est la vitesse de la lumière. Quand tu es vraiment actif, que tu fais des choses qui te plaisent et que finalement tu es en train de réaliser tout ce que tu avais envie de réaliser. Le temps passe trop vite. Ça va trop vite. Ah, mais c'est de la folie. C'est de la folie. J'étais avec mon meilleur ami là, qui est mon associé d'ailleurs depuis 20 ans, qui est devenu mon meilleur ami. Il n'était pas au départ. Il m'a dit, tu te rends compte, putain, parce qu'on a exactement le même âge. Dans 6 ans, on a 60 ans. Mais 60 ans, quand on était gamin, c'était des vieillards, quoi. Ouais. Incroyable. Après, les 60 ans d'aujourd'hui, c'est plus 60 ans d'avant, mais quand même. Certes. Mais quand même. Ouais. Oui, tu te dis quand même, c'est passé vite. Bah, c'est passé la vitesse de la lumière. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je change. Et évidemment, le problème de ces gens-là, comme moi à l'époque, c'est qu'on ne pense pas pouvoir changer parce que, d'abord, on se sent faible. Comme on est mauvais, on se trouve nul, on se sent faible. Donc, on ne se sent pas capable de changer. Ensuite, on a l'impression qu'entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on voudrait être, il y a tellement un monde, ça paraît insurmontable. Tu as l'impression que c'est une montagne qui se dresse devant toi. Et en fait, il n'y a pas d'autre choix que de faire de remporter des mini-victoires tous les jours. Et en fait, c'est la meilleure manière d'avancer dans la vie. Il ne faut pas regarder le haut de la montagne en se disant, parce que là, tu te dis, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, tu vois, je suis trop loin. Mais il faut se dire, bon, bah, aujourd'hui, je vais faire ça. C'est peut-être ridicule, mais ce sera déjà 10 fois mieux qu'hier. Ouais. Et j'ai vraiment fait comme ça. J'ai pris des grandes décisions. Quand je dis des grandes décisions, des décisions qui ont eu des conséquences énormes sur moi. La première, ça a été de faire une psychanalyse. J'avais 17 ans et j'ai dit à ma mère, comment je peux faire parce que je peux même pas parler à des gens. Elle m'a dit, bah, va voir un psy. Mais je sais même pas ce que c'est, tu vois. Donc, mais pour moi, c'était le truc le plus dur au monde. Mais tu peux même pas imaginer, je n'arrivais pas à parler à quelqu'un. Mais je suis allé voir un psy. Pendant 1 an, j'y suis allé toutes les semaines. J'ai pas réussi à dire un mot. Tu te rends compte? C'est-à-dire, tu étais assis dans le fauteuil, tu parlais pas? J'étais assis comme ça en face de lui et je ne pouvais pas dire un mot. Et ça a duré 1 an. Ça paraît surréaliste, non? Après, les gars, on se rend pas compte du nombre d'enfants qui ont eu une jeunesse de merde et ça a forcément impacté leur vie future. Parce que, en fait, ça te crée tellement de traumatismes que par la suite de ta vie, il va t'arriver des trucs qui ne te seraient pas arrivés si t'avais pas vécu ça. C'est rien. Donc, en vrai, c'est intéressant de ouf. Sachant que lui, il a très bien tourné, entre guillemets. C'est le principe de la psychanalyse. Et tu peux avoir de l'argent, tu peux être qui tu veux, machin, même quand t'es jeune, si tu vas pas bien, tu vas pas bien. Je disais, c'est tout à fait ça. Et je m'en allais. Et je hurlais dans la cage d'escalier de désespoir et de... Salut Jeff. J'avais honte de moi et j'étais énervé contre moi de ne pas avoir réussi à parler, mais je pouvais pas. Ça a duré 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai dit une phrase. Et il m'a dit, je m'en souviens encore, comme c'était hier, et il m'a dit, cette année de silence fera partie de l'histoire de votre psychanalyse. En fait, cette année de silence, elle était pleine de sens, elle expliquait tout. Elle racontait plein d'histoires, en fait, cette année de silence. Wow. Voilà, mais ça a été un grand changement. Alors, c'est pas tout, hein, je dis pas que la psychanalyse a tout fait, ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est tous les jours de gagner des petites victoires aussi, d'aller faire des choses qui sont dures pour toi. En fait, il faut se faire mal. Il faut se faire mal tous les jours. Il y a pas, on se fait du mal pour se faire du bien. Hein, exactement. Mais bon, vas-y, t'as dire quelque chose. Non. Combien de temps t'as fait de psychanalyse? 10 ans. 10 ans, t'as Ouais. fait? De 16 à 26 ans? Ouais. Est-ce que, toi qui es un grand coach... Je partais de loin, comme tu l'as vu. T'as entraîné Serena Williams, on en parlera pendant 10 ans aussi, justement, 2012-2022. Est-ce que tout le monde peut devenir un tueur dans son domaine? Ou est-ce que, en tout cas, est-ce que tout le monde peut vraiment évoluer? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour faire une chose en particulier, tu vois, d'après toi? Alors, on n'est pas tous égaux. On est tous égaux en droit, mais on n'est pas tous égaux. On ne naît pas tous pareils. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des mecs, il y a des gens évidemment. forts dans certains domaines ou pas. Est-ce que tout le monde peut progresser? Oui. Est-ce que quelqu'un qui a plus d'aptitude qu'un autre dans un domaine, à travail égal, est-ce qu'il va progresser plus? Oui aussi. Bon, mais rien n'est statique dans la vie, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord,
dans certaines activités comme le tennis, c'est tellement vaste comme domaine, ça réclame tellement de qualités différentes. Peut-être que quelqu'un n'est pas très bon là, mais il peut être très très bon ailleurs. Et tout ça, c'est le tennis aussi. Ça veut dire que tout le monde peut devenir bon au tennis, en s'appuyant sur certaines qualités plus que d'autres. La question, c'est toujours la même, c'est quelles sont mes qualités ? Qu'est-ce que je fais bien ? Où est-ce que je suis capable de faire une différence par rapport à d'autres ? Et c'est ça qu'il faut cultiver. Alors que les gens font beaucoup l'inverse. Mon coup droit, mais certainement pas mon revers. revers. Les enseignants aussi, malheureusement, ce qui est une erreur primaire pour moi, c'est de se dire où est-ce que le mec est mauvais, c'est là que je vais l'aider. Non, tu vas pas construire quelque chose. Tu construis pas un immeuble sur des faiblesses. Tu construis un immeuble sur des forces. Les gens qui gagnent des grands chelems, ils développent des qualités exceptionnelles. C'est pas des gens qui sont moyens partout. Ils sont pas travaillés que leurs faiblesses. Ils ont avant tout développé des forces. Il disait la même chose, le coach de tennis à Marrakech, en vrai. On va revenir sur les tiennes, justement, à 13 ans, parce que là, tu nous disais que en vrai, il disait la même chose, 4 ans, je suis fou. À jouer. À 13 ans, tu vas essayer de reprendre un peu le contrôle sur ta vie, mais tu traînes avec des dealers à l'époque, t'es pas vraiment bien entouré. Mais parce qu'il a vu que le revers était... Tu passes par pouvait rien sauver. J'ai fait beaucoup de conneries pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le tennis m'a rempli intégralement. Je ne sortais pas, ça m'intéressait pas. Pour moi, j'avais une voie tracée. Je voulais être champion de tennis. Rien d'autre qui m'intéressait. Puis un jour, ça s'est arrêté. Un jour, j'ai dit à mes parents, j'ai 15 ans. À un moment, si j'ai pas des horaires aménagés, si je peux pas faire de tournoi, la route s'arrête. À quoi tu penses ? Est-ce que vous pouvez me donner les moyens ? Je parlais pas d'argent. Il y avait de l'argent impliqué aussi, mais l'argent n'était pas un souci à ce moment-là. Est-ce que je peux avoir les moyens de devenir un joueur de tennis ? Et ils m'ont dit non, c'est trop risqué. Tu vas faire des études. Bon. Et donc, du jour au lendemain, ma raison d'être, le seul endroit où je me sens bien dans ma vie, etc., tout ça, ça disparaît. Et j'ai vraiment un ressentiment vis-à-vis de mes parents qui est extrêmement fort. Je me dis, mais comment c'est possible que mes parents, qui sont censés m'aider, qui sont censés m'aimer, ne comprennent pas à quel point c'est important pour moi et ne m'aident pas. Et finalement, me retirent la seule chose qui te rend heureux, qui te comble. Et qui pourrait me sauver éventuellement. La seule. Et donc, du coup, après, c'est un problème de caractère. Et en plus, je suis au moment de l'adolescence. Et là, je me dis, c'est la guerre. Et donc, mes parents, tout était très discipliné à la maison, je sortais pas. Bon, j'ai tout fait voler en éclats, tout. Et il y a eu une scène dont je me souviens toute ma vie, qui est la scène qui a été déclencheur pour moi, où je suis dans le salon, et puis je dis à mes parents, ce soir je sors. Et mon père me dit, non, ça m'étonnerait. C'est pas prévu. Et je lui réponds, écoute, c'est très simple, tu vois la porte d'entrée, elle est derrière toi. Je vais me lever, je vais marcher, je vais ouvrir la porte et je vais sortir. Si tu veux pas que je sorte, il va falloir que tu m'arrêtes, mais à ta place, j'essaierai pas. Et je me suis levé, je suis sorti, il n'a pas bougé. C'est terminé, j'avais pris le contrôle. Et à partir de là, j'ai fait beaucoup de conneries, je les ai fait à peu près toutes, je pense. Mais t'es un malade, Patrick. Je pense que j'en avais besoin. Je connaissais rien de la vie parce que j'avais rien fait du tout. J'étais vraiment centré sur le tennis uniquement. J'avais pas d'amis. Et j'avais besoin de tout faire voler en éclats, et j'ai tout fait voler en éclats, et c'était pour mieux me reconstruire après. Donc, de toute façon, je n'ai aucun regret, zéro. J'ai fait des conneries, mais je pense que tout le monde en fait, et quand on n'en fait pas, c'est triste. Tu vas faire pendant 10 ans une croix sur le tennis pro. C'est-à-dire que vraiment, tu vas passer une période après. Tes parents te refusent de faire du tennis, tu arrives à les regarder en face, tu arrives à les pardonner. Alors pendant 10 ans, j'ai encore une fois, beaucoup de ressentiments. Je leur en voulais énormément. Tout en allant voir le psy toujours. Bien sûr. Bon, après, ils m'aiment, mes parents. J'ai jamais douté du fait qu'ils m'aimaient, mais je comprenais pas qu'ils n'aient pas réussi à m'entendre. Et ça m'a pris 10 ans pour comprendre, et je l'ai compris tout seul comme un grand. Et ça a été pour moi un des éléments fondateurs même de mon coaching. C'est qu'en fait, on a toujours le choix de son attitude. Et quand tu écoutes l'attitude des gens, l'immense majorité des gens que tu connais, peut-être même toi, je ne sais pas, je ne te connais pas, mais quand ils ont un problème, il faut qu'il y ait un bouc émissaire. C'est-à-dire que c'est jamais de leur faute. Donc il faut toujours pointer du doigt quelqu'un ou une situation qui ne dépend pas d'eux, qui justifie le fait qu'ils sont dans une situation qui ne leur plaît pas. Et en fait, c'est la dynamique la plus négative qui soit, parce qu'en fait, elle t'empêche complètement de te remettre en question. Comment il y a des subs qui me disent pub, soyez normaux. Elle t'empêche de progresser. Et j'ai compris ça. En fait, j'ai compris ça pendant ces 10 ans. Je me suis dit, en fait, mes parents n'ont pas compris à quel point le tennis était vital pour moi. Mais est-ce que c'est pas moi, finalement, qui l'aurais pas bien expliqué ? Est-ce que c'est pas moi qui n'ai pas réussi à me faire entendre ? Est-ce que c'est pas moi qui n'ai pas su entendre leur peur
que je ne réussisse pas et qui n'aient pas réussi à les rassurer. Finalement, est-ce que j'aurais pas pu les convaincre ? La réponse c'est si, tu peux toujours. Est-ce que c'est pas de ma faute finalement ? Exactement. Ce qui est pas grave. Alors quand je dis ça aux gens, ils me disent « Ah non, mais tu te rends compte, t'avais 15 ans. » Mais on s'en fout que j'avais 15 ans. J'aurais pu être bon à 15 ans. Monsieur. C'est quoi le problème ? Et puis finalement, c'est très bien. Comme j'ai compris que ma vie... Qu'est-ce que j'ai compris à l'occasion de cet événement ? J'ai compris que si je n'étais pas capable de convaincre les gens, il y avait des choses très désagréables qui pouvaient m'arriver et que ma vie pouvait m'être prise. Ma propre vie pouvait m'être prise juste parce que je ne suis pas capable de convaincre des gens. Mais j'ai pris cette décision-là à 26 ans, je me suis dit, mais à partir d'aujourd'hui, je vais convaincre tout le monde. Tout le monde. Et comment convaincre les gens ? Merci Pépouze pour le resub. C'est pas en criant, c'est en comprenant les gens à qui on parle. En comprenant quelles sont leurs craintes, quels sont leurs désirs, quelle est leur culture, comment il faut leur parler. Si j'avais compris ça chez mes parents, mais bien sûr que j'aurais joué au tennis. Si j'avais compris pourquoi mon père a eu peur que je ne réussisse pas... Tu te serais assis en face de lui, tu lui aurais expliqué à quel point c'est important et tu vas déjà, mieux j'aurais grâce à dit, ça. tu veux ruiner ma vie. J'aurais parlé avec des mots qui auraient résonné en lui. Il m'aurait dit, mais le truc que je veux, c'est ruiner ta vie. Enfin, j'aurais su leur parler, ce que je saurais parfaitement faire aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, j'ai compris ça. Et donc, à partir du moment où je l'ai compris, je ne leur en voulais plus. Et puis surtout, j'ai compris que dans la vie, et mon coaching est basé là-dessus, mon coaching, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui se passe, y compris les comportements des autres. Parce qu'en fait, finalement, les comportements des autres, tu peux les modifier aussi. Tu vas tout modifier parce que tu as forcément une part où chaque être humain gère aussi ses trucs, mais effectivement. Tu peux. En tout cas, c'est ton casting. Tu peux influencer les gens. Tu peux influencer les gens. Pour qu'ils fassent des bonnes choses. En fait, quand tu réfléchis autour d'un joueur, normalement, il n'y a que des gens qui veulent la réussite du joueur. Bon, pourtant, il y a des gens qui travaillent contre toi, il y a des gens qui font des choses contre-productives, des gens qui font des choses surréalistes. Tu l'as vu, ça ? Tous les jours. Surréalistes, des choses irréelles, des choses, tu te dis... Des entourages de joueurs qui ne vont pas les aider. Ah, mais 90% des entourages des joueurs ne les aident pas. C'est vrai ? Ah oui, bien sûr. Ils veulent. Mais ils sont pris par l'émotion, ils prennent des décisions qui n'ont pas de sens, qui sont les 3/4 du temps liées uniquement à de l'émotion. Ou à de l'ego, non, peut-être. Chacun veut vouloir donner aussi, des luttes de pouvoir internes, etc. Mais c'est pareil dans la vie, dans la vie de tous les jours. Là, c'est démultiplié parce que tu as une star au milieu, donc tu as forcément autour tout un écosystème avec des luttes de pouvoir. Mais tu peux influencer les gens, bien sûr. Finalement, à la fin, si le joueur gagne, tout le monde gagne. Donc, c'est quand même l'intérêt de tout le monde. Tu deviens entraîneur à quel âge ? Comment ça se passe le début ? Très tard. J'ai jamais pensé que je deviendrais entraîneur. Juste pour finir, un truc, à mon avis, très important, je sais pas si peut-être qu'on va revenir dessus, mais je veux juste te le dire que c'est important. Ma plus grande faiblesse est devenue ma plus grande force. Ça, c'est quand même une idée qui est incroyable. Ma plus grande faiblesse, c'était mon incapacité à parler aux gens. C'est-à-dire que je n'arrivais pas, même pas à regarder les gens. Je ne pouvais même pas les regarder. Et en fait, cette incapacité à communiquer, ça a généré tellement de souffrance chez moi que j'ai commencé à écouter les gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est des animaux sociaux, les êtres humains. On a besoin d'être sociaux. Personne ne peut vivre seul. C'est insoutenable. Et quand tu ne peux pas parler aux gens, c'est quand même compliqué. Et donc, qu'est-ce que je faisais ? J'étais à l'école et j'observais les gens et j'écoutais. Et j'observais les interactions entre mes camarades de classe. Et à chaque fois, je vais essayer de me mettre à la place de l'un et d'essayer de comprendre ce que lui ressentait quand l'autre disait ça. Puis je faisais l'inverse, je me mettais à la place de l'autre. Et j'ai fait ça toute la journée pendant 10 ans. Parce que j'avais ce besoin de... C'est vrai qu'on n'écoute pas assez, en vrai. Auquel je n'avais pas accès. Quand on parle, on pense qu'à ce qu'on va dire nous, mais on n'écoute pas. J'ai développé une capacité à me mettre à la place de l'autre. Il n'y a rien de magique, hein, c'est pas du tout. Ça part d'une volonté vraiment de ressentir ce que l'autre ressent. Et j'ai développé ça qui m'a servi de façon incroyable ensuite dans ma vie. Oui, t'es plus sensible à ça que les autres. Ah oui, ça c'est sûr. Maintenant, tu comprends largement plus que les autres. Ah oui ? Ah mais 100 fois plus. 100 fois plus. Et je vois tout. Parce que j'ai développé aussi la capacité d'observation. Comme, encore une fois, quand tu parles et que tu bouges, t'es moins dans l'observation, t'es moins dans l'écoute. Quand tu parles pas et que t'es statique, tu observes et t'écoutes. Et donc j'ai développé cette capacité à regarder, à écouter. Et en fait, j'ai des milliers de connexions qui se font en permanence sans que je cherche à le faire, mais ça s'est fait naturellement. En fait, j'observe tout. Je t'ai scanné de la première seconde où je t'ai vu, sans le vouloir. Hein. C'est pas quelque chose que je fais de façon volontaire. Mais à la fois physiquement, comment tu es habillé, comment tu bouges dans l'espace, comment tu t'exprimes, comment tu regardes les gens ou que tu les regardes pas. Et puis j'associe ça aux mots que tu emploies, au ton de ta voix, etc. Et en fait, j'ai plein de connexions qui se font qui me permettent de capter plein de choses que je ressens.
Voilà. Je comprends, je suis un peu pareil que toi là-dessus. Bah sûrement, avec le métier que tu fais, ça me surprend. Oui, parce que moi, c'est l'écoute. Si tu veux être... et si tu veux faire des bonnes interviews, il faut savoir écouter les autres et pas... voilà. Et c'est effectivement... Guillaume Play, tes interviews sont merdiques. Je regarde tout le monde, j'entends tout, je regarde... Ouais, tes interviews sont à chier. Si on regarde pas pour toi. La caméra est stable. Donc, tu vois que Max est en train de s'endormir. Je vois que... Max, c'est ton bras droit, c'est ça? Comment tu deviens du coup entraîneur? Comment tu arrives à faire la bascule? Donc, tu as cette période compliquée de jeunesse. Comment est-ce que tu arrives à devenir entraîneur de tennis? Alors, en fait, au départ, je n'étais pas entraîneur du tout et je pensais jamais le devenir. Ça n'a jamais été un objectif pour moi. Tu voulais jouer? Non, je voulais jouer, oui, mais après, au bout d'un moment, j'ai compris que je n'allais plus jouer. C'était trop tard. Et après, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie? Le tennis, c'est la passion de ma vie depuis que je suis gamin. Les gens. Et puis finalement, est-ce que ça ne me rendrait pas extraordinairement heureux que de donner la chance à des gamins, la chance que moi, j'ai pas eue, et leur permettre de faire ce chemin pour devenir champion de tennis? Et je me suis dit, ça, c'est une idée exceptionnelle. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et en fait, j'ai passé le reste de ma vie à aider des gamins à réussir dans le domaine dans lequel ils ont envie de réussir, en l'occurrence le tennis. Et je me suis dit, j'ai monté une académie, je vais faire venir des jeunes qui veulent devenir professionnels. Et leur faire payer des... Je vais créer un système pour les entraîner. Des entraînements 10 000 euros l'heure. J'ai 26 ans. Et je commence au plus bas, puisque je commence en louant 2 terrains de tennis à certaines heures dans un club. Et je commence comme ça, 96. Avec l'objectif de créer la plus grande académie de tennis d'Europe. Et déjà, j'ai 26 ans, je démarre, j'ai pas une thune, je loue 2 terrains, et je dis déjà à tout le monde, je vais créer la plus grande académie de tennis d'Europe. Pour te dire le chemin fait entre 16 ans et là. Non mais c'est même risible. Et finalement, c'est ce que j'ai fini par réussir à faire. Et donc... petit à petit, ça grossit. Je loue une infrastructure plus grande, puis une plus grande, puis à Montreuil. Je suis resté 6 ans à Montreuil dans un truc. On avait passé les meilleures années de ma vie d'ailleurs. J'ai pas une thune doucement quand même. Et puis, si tu veux que je te raconte l'histoire, elle est simple. Comme je n'ai aucune image de marque, je ne représente rien pour le tennis, pour arriver à convaincre des bons jeunes de venir chez moi. Ce que j'allais te demander, comment est-ce que les gens te font confiance quand tu n'as jamais été professionnel? Ils ne me font pas confiance. Et donc je me dis, je comprends très vite que j'arriverai jamais à avoir la meilleure jeune, parce qu'il n'y a aucune raison. Je suis pas coach de tennis en plus, tu vois, il n'y a aucune raison de me suivre. Et je me dis, en fait, il faut que j'ai le meilleur coach du monde avec moi. Puisque je te dis, j'avais ouvert toutes les vannes. Pour moi, tout était possible. J'avais plus de limites. J'étais passé du mec qui était capable de faire absolument rien à celui qui pensait que rien n'était impossible pour moi. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve celui qui a rien à perdre aussi, non? Qui se dit, j'ai rien à perdre en fait. Ça fait 10 ans que... je sais pas si c'est rien à perdre, parce que je suis pas dans une logique où je me dis est-ce que j'ai quelque chose à perdre ou pas. J'ai envie de faire des choses j'ai envie que ma vie soit mon chef-d'œuvre en fait. Pas un chef-d'œuvre dans l'absolu, hein, le mien. J'ai envie que ma vie soit à l'image de ce qui me ferait le plus rêver au monde. Et donc je vais me donner les moyens de le faire. Voilà. Et donc je vais chercher le plus grand coach du monde qui est australien, qui s'appelle Bob Brett à l'époque, qui est intouchable pour moi. Je n'ai aucune chance même de lui parler. Comment je pourrais lui parler? J'ai même pas accès à aucun tournoi, rien, je suis personne. Et j'arrive à trouver un gars qui le connaît vaguement. Et pendant Roland-Garros, ce gars-là arrive à lui parler et lui dit qu'il arrive à décrocher un rendez-vous pour moi. Et je rencontre donc Bob Brett dans un hôtel à Paris pendant Roland-Garros. Et il me donne 1 heure. Et au bout d'1 heure, il me serre la main, il me dit c'est parti, je suis avec toi. L'académie s'appelle Bob Brett, ton académie. Voilà. Il me vend sa condition, c'est que tu l'appelles... Non, c'est ce que je voulais, moi. Je voulais appeler Bob Brett. Utiliser le nom. Fabuleux. Fabuleux. Avec le nom de Bob Brett, je suis allé chercher les joueurs, là. Et puis, il vient 50 jours par an. Il me donne 50 jours et son nom. C'était le deal. Et on a fait 6 ans ensemble, de 1998 à 2004. Ça marche tout de suite ou tu passes par une phase un peu difficile? Non, ça marche tout de suite parce qu'en fait, avec son nom, je suis allé chercher... J'ai fait tous les tournois de jeunes de partout dans le monde et j'ai chopé les gars. Et je suis allé les ramener et j'ai ramené un groupe exceptionnel. Le groupe, c'est Marcos Baghdatis, champion du monde junior. Incroyable. Gilles Muller, champion du monde junior. Paul-Henri Mathieu, Ivo Karlovic. La liste, elle est monstrueuse. J'ai pris 25 joueurs. Sur les 25, il y en a au moins 15 top 100, 2 top 10, Mario Ancic top 10. Irréel ce qu'on a fait. C'est juste le nom du coach qu'ils avaient venir. Vraiment. Parce que Bollettieri, il a eu des résultats, mais il avait 500 joueurs, quoi. J'en avais 25. Et les résultats en pourcentage, on était 1000 fois au-dessus. Voilà. Et donc on fait ça, 6 ans, et du jour au lendemain, Bob Brett se tire. Du jour au lendemain. Pourquoi? Il me dit, on a des désaccords, objectivement. Des désaccords qui sont liés au fait qu'il est jamais là et que moi je suis un gars, mon job c'est de trouver des solutions. Et moi je connais pas bien le coaching,
j'ai pas d'expérience. Donc je fais appel à un préparateur mental et tout, lui ça lui plaît pas, il me dit t'as fait ça dans mon dos, alors que je suis quand même chez moi, je le paye pour faire une prestation. Bon, ceci dit, c'était bien, il se sentait investi. Mais donc on a des sujets de désaccord, et du coup... Après, sans lui, il n'y a rien, quoi. Et il me dit, c'est comme ça, je monte mon académie, et donc j'arrête. Et il essaie de me piquer tous les joueurs, d'ailleurs. Il dit à tous les joueurs, je monte mon académie, venez avec moi. Et il n'y a aucun joueur qui est parti avec lui, ils sont tous restés avec moi, ce qui était pour moi une grande victoire, parce que ça montrait que j'avais vraiment créé une relation de confiance avec eux. Et là, il commence à me demander, j'en ai un ou deux qui me demandent de le coacher. J'ai jamais donné une leçon de tennis de ma vie, j'ai 34 ans. Et je réunis mon équipe et je leur dis, Bob Brett s'en va. Et je me rends compte que j'ai fait le pire investissement de ma vie, parce que j'ai investi 10 ans sur une marque qui est partie du jour au lendemain comme ça. Donc c'est complètement idiot. Donc je vais pas refaire la même chose. Franchement, les gars, quand on a vu, c'est part en couille sur Twitch, canalisez-le dans le chat, soyez normaux. Lâchez pas des MDR, après ils surenchérissent, les frères. Je vais mettre mon nom. Et si Domingo n'avait pas tort? Au moins, moi, je vais pas me planter a priori. Ah, t'es fou, je montre pas ça. L'académie va porter mon nom. Le problème, c'est que j'ai jamais donné une leçon de tennis. Tu sais, pour que des clips Twitch me choquent, il en faut. Donc c'est pas très crédible. Donc je dis à mon équipe, à mes coachs, il faut que je devienne coach, et il faut que je gagne des grands chelems. Bon, là, ils sont tous morts de rire. Mais vraiment, les mecs rigolent. Ce qui est normal, parce qu'en fait, 99% des coachs ne gagneront jamais un grand chelem dans leur vie. Et faut regarder les streams de Snakou, les mecs. Si jamais donné une leçon de tennis, c'est inutile de dire que les chances sont relativement faibles. 34 ans. Ouais. Fermez-la, je suis en train de réussir ce que j'ai raté toute ma vie, devenir pro tennis. Vous avez raison, je peux pas dire le contraire, c'est vrai. Par contre, attention, j'apprends très vite. Et 8 ans après, je gagnais mon premier grand chelem comme coach. Ah, fort, bravo. Donc voilà l'histoire, voilà comment je suis devenu coach, parce que par nécessité. Et ensuite, les joueurs de mon académie m'ont demandé, d'abord un gamin de 10 ans que j'adorais, un néo-zélandais, un petit gosse qui était top, incroyable personnalité. J'ai commencé avec lui, il s'appelle Sébastien Lavie. Il n'est pas devenu un grand joueur, par contre, il est devenu un grand coach, puisque aujourd'hui, il a la plus grosse académie de Nouvelle-Zélande. Et c'est un type qui est. Je suis extrêmement proche toujours, et c'est quasiment mon fils. Il a même vécu chez moi avec mes enfants, parce que ses parents sont repartis en Nouvelle-Zélande. Il était seul, du coup, je l'ai pris chez moi. Ils ont pas mis la bonne photo. Enfants, après, pour comprendre justement la différence, comment tu fais, est-ce que tu les écoutes, est-ce que tu es plus. On va reparler. Juste, Marco Baghdadi, c'est intéressant. En 98-99, tu Baghdadi, c'est une machine. 13 ans. Je sais que c'est un regret pour toi. Et c'est intéressant aussi de parler des erreurs pour comprendre l'humain. Quelle erreur t'as fait avec lui? J'ai fait plein d'erreurs avec Marcos. D'abord, c'est quelqu'un que j'ai eu très jeune, et j'ai fait l'erreur que font beaucoup de parents, c'est-à-dire c'est de ne pas voir ses enfants grandir et ne pas les laisser devenir adultes. Et d'avoir l'impression qu'ils t'appartiennent d'une certaine manière. Ce qui est un sentiment très humain, surtout quand tu t'es investi beaucoup avec des jeunes, des enfants. C'est dur de... Snakou, c'est quand je peux te téléphoner sur Twitch? J'ai vu que t'as désactivé l'option juste pour moi. J'ai vu, on m'a dit ouais, tous les streamers peuvent l'appeler sauf toi. De les voir adultes, etc. J'ai vu, il n'y a pas l'option. Donc ça, c'était une première... Tu m'as bloqué, en fait. J'ai très mal communiqué avec lui, très très mal. J'étais beaucoup dans l'émotion, alors qu'un coach ne doit pas du tout être dans l'émotion. Alors, ne pas être du tout, c'est quasiment impossible, mais en tout cas, il faut toujours se distancier par rapport à l'émotion, et surtout pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. L'émotion, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, parce que c'est fabuleux. C'est pour ça qu'on aime le sport, ça procure des émotions, exactement. La musique... Enfin, tout le monde, les films, tout ce qui va. Ah ouais, tout le monde. Mais c'est une dinguerie. Tout le monde t'appelle, genre. Tu sais que moi, depuis qu'il y a eu l'option sur Twitch, personne m'a appelé. Le seul mec que j'ai appelé, c'est un mec que j'ai raid hier. Il avait un viewer, enfin avant-hier, je crois. Oh, l'interaction était extraordinaire. L'interaction était extraordinaire. Attends, je regarde vite fait. J'ai pas eu d'appel. Hein. J'ai vraiment eu 0 appel. Mais parce qu'ils savent qu'en interaction, je suis trop. Les gens ont peur. On sait même pas de quoi d'ailleurs. Vous avez peur ou quoi? Soyez normaux les mecs. En tout cas, la seule interaction que j'ai eue avec la fonctionnalité, c'était super. J'ai kiffé. Merde, il est passé où? J'ai perdu la... Ok, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Il est là. Les gens, ils se droguent, pourquoi? Par d'émotions aussi. Bon, c'est pas une bonne manière de le faire, mais je veux dire... C'est la moins bonne, en tout cas. C'est la moins bonne. Mais la 3/4 des choses que font les gens, c'est pour avoir de l'émotion. En revanche, l'émotion, c'est très dangereux. Tous les gens qui se déchirent, c'est parce qu'ils Ouais, j'ai vu qu'il avait 15 viewers constants. Incroyable, 15 viewers constants. Tous les gens qui vexent les autres, toutes les relations qui se détériorent. Laisse-moi tranquille, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. C'est vraiment à double tranchant. Donc évidemment, il en faut. Sinon, on serait même pas humain. Mais il faut arriver à se distancier
et ne pas prendre des décisions ou dire des choses sous le coup de l'émotion. Les choses que tu regretteras le plus dans ta vie, les choses que tu as dites. Non, j'ai juré, le clip, le début du clip, il est marrant, mais la suite, je cautionne pas du tout. Merci, Joli Môme, pour le resub. Choses que tu as dit sous le coup de l'émotion. Et après, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais jamais dû dire ça, c'est horrible. Ouais, mais j'étais dans l'émotion. Bon. Après, il faut arriver à s'excuser, c'est encore autre chose, mais c'est pas plus facile. Mais c'est mieux de pas le faire. Parce que tu sais, les choses que tu as dites, tu as beau t'excuser, tu les as dites. Et tu ne pourras jamais revenir dessus. Et je l'ai vécu, je l'ai vu maintes et maintes fois. Donc, c'est quand même. Laissez-moi respirer. Il vaut mieux toujours fermer sa gueule que de l'ouvrir et de le regretter. D'ailleurs, c'est une de mes phrases préférées d'ailleurs. C'est mieux de. Attends, c'est une phrase en anglais, donc je vais la dire en français. Il vaut mieux garder sa bouche fermée et avoir l'air idiot plutôt que de l'ouvrir et qu'il n'y ait plus aucun doute sur la question. Mais qui est pas mal, ça. Guillaume Play, je l'ai jamais vu sourire sincèrement, genre un vrai rire où ça se voit, il rigole vraiment, jamais. En anglais, elle est beaucoup mieux. Donc, j'ai eu beaucoup d'émotions avec Marcos parce que c'était comme mon fils. Je le sentais. C'était mieux en anglais. J'ai senti qu'il n'était pas assez reconnaissant de tout ce que j'avais fait pour lui. Ce qui était vrai, j'avais fait énormément pour lui. Mais c'est hors sujet de lui demander d'être reconnaissant. Tu fais pas les choses pour les gens pour qu'ils soient reconnaissants. Bon, mais c'était des trucs d'émotion. Hein, ouais, c'est des erreurs, ça fait partie de ton parcours. Et tous ces trucs-là, ça a détérioré énormément ma relation avec lui. Et il a perçu finalement qu'en fait, tout ce qui m'intéressait, c'était le business, que j'avais tout fait par intérêt, ce qui était évidemment complètement faux. Mais on n'a jamais réussi à reparler de ça parce que. Bon, après, ça, c'est des embrouilles entre deux personnes. Évidemment, on n'a toujours que les versions de l'un, pas de l'autre. Donc bon, ça. Je ne peux pas parler. Je le recroise souvent, puisqu'en fait. Prendre avec des pincettes. Tennis, donc, bon, ça a mal fini, apparemment. C'est triste. C'est comme ça qu'on apprend, malheureusement. Exactement, c'est ce que tu disais. Puis après, tu vas faire différemment avec le jour d'après. Et puis tu vas grandir, tu vas grandir avec. Et c'est pour ça, si j'avais dit à l'époque, c'est de sa faute, c'est un con, ce qui était facile à dire, parce que j'ai plein de choses objectives où je pouvais dire que c'était un con. Sauf que c'était pas un con. C'est juste que notre relation s'était détériorée et que du coup, De par ta faute. Je viens de me rappeler que j'étais Nice à 13h, ça c'est très inquiétant. Et je me suis dit, quelles sont les erreurs que j'ai faites pour en arriver là avec lui alors que je le considérais comme mon fils? Comment c'est possible? Et j'ai appris, au lieu de blâmer l'autre, j'ai compris toutes les erreurs que j'avais faites. Et du coup, ça m'a permis de ne pas les refaire. Dans la communication et dans plein de religions, il faut demander pardon, etc. Je disais tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire maintenant? Il parle de Bagdatis, apparemment, et ça a mal fini. Quelque chose sur le coup de l'émotion, ça doit t'arriver comme tous les êtres humains, parfois un peu trop. Est-ce que tu arrives à dire pardon? Aucun problème. Ou à tes enfants, quand tu dis un truc trop sévère? Je le fais souvent. C'est pas facile à faire. Non. C'est très dur. Non, mais déjà, il faut le penser. Ouais, exactement. Il faut déjà se dire, j'ai fait une erreur. Il faut déjà accepter l'idée qu'on a fait une erreur. Mais tout ça, c'est très, très important. Et tout est lié à la confiance en soi. C'est toujours pareil. Quand on a confiance en soi, il n'y a aucun problème à se dire qu'on a fait une erreur. Les gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, souvent, c'est des gens qui manquent de confiance en eux. Et ils ont l'impression que de reconnaître une erreur, ça va les affaiblir encore plus. Et ils cherchent à garder toute la confiance qu'ils ont. C'est une attitude vraiment protectionniste, mais qui est catastrophique, parce que c'est une attitude qui ne permet pas de progresser dans la vie. En 2000, Matt, la paire de pompes. 30 ans, tu vas créer la structure dont tu parlais avant. Tu vas signer des futurs talents comme Marion Bartoli, est noté, qui arrive pour... Qui est dans nos murs d'ailleurs aujourd'hui. Qui est quoi? Qui est dans nos murs aujourd'hui. D'accord, qui est là, ok. Donc en 2006, c'est là où tu vas commencer dans les murs, professionnel, tu le disais juste avant. Tu disais que tu avais jamais donné de leçons, mais que tu allais apprendre vite. 8 ans après, tu vas gagner un grand chelem. Qu'est-ce qui fait un bon coach? C'est elle le mur porteur. Comment on apprend à coacher finalement? Alors, c'est pas que entraîneur. Non, bien sûr. Coaching, c'est encore. Bien sûr. Il n'y a vraiment pas de modo à cette heure-là, non? J'ai une non énorme chance, c'est que je ne sais rien. Non, mais je te jure. Je suis un imposteur. Tu passes ça maintenant? Mais bien sûr. Mais c'est ça l'énorme chance. En fait, les gens, ils ont tous appris. Et quand tu as appris, tu as fermé plein de portes, en fait. Et tu penses que tu sais. Santé, Marion. Quand j'ai commencé à coacher, je savais rien. Donc j'avais aucun a priori sur rien. J'étais ouvert à tout. Merci Uniclé pour le recette. J'étais dans la recherche de solutions. C'est quoi coacher? C'est démarrer une activité avec quelqu'un qui en demande, qui veut devenir meilleur dans quelque chose qu'il fait. En l'occurrence, c'était du tennis, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Et j'aurais eu la même attitude et ça aurait marché de la même manière. Franchement, Lisa Del Sierra, elle est trop bonne. C'est une dinguerie. Qu'en fait, c'est une tête de chienne. C'est pour ça que j'aime bien. Toujours aussi fou, celui-là, j'ai tort, les mecs. Franchement, Lisa Del Sierra, elle a pas une tête de chienne. Franchement, les meufs, comment ça peut leur faire plaisir de faire une gorge profonde? Ça, tu dois être en train de t'étouffer. Moi, les filles, avec tout le respect, vous aimez ça, les gorges profondes? Vous êtes là. Eh les gars, faut l'empêcher de boire, je vous jure. Je vous jure, faut l'empêcher de boire. Ouais, c'est quoi ce dégradé de fou, là?
moi j'ai essayé de me rentrer ça dans la bouche. T'aimes ça toi, Romy? Non, ça c'est dingue de dire ça. C'est dingue de dire ça à des meufs de son chat. Tranquille mental qui font ça. Oh les gars, moi jamais je me suis branlé pour niquer. Au pire, je m'en branle, je gicle. Après, je recharge. En plus, d'ailleurs, je recharge vite. Machine de guerre. Je suis une machine. T'imagines la maison d'horreur? Ouais, ton voisin qui est en train de ramoner à mort et toi tu te branles. Oh putain, ça va être horrible. Ah, avec mon frère, oui, c'est vrai, avec mon frère. Ah, ça, les gars. Mon frère baisait à côté, c'est normal. J'étais jeune, j'avais 15 piges, les gars étaient en train de ramoner à mort. Vous auriez fait. Vous vous êtes branlé aussi. Mon frère était à côté. Genre, imagine, vous avez votre frangin, il est plus vieux que vous, il baise à côté. Vous êtes là, vous découvrez votre corps. Et putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai la gaule quand mon frère se baise? Je demande pardon à Domingo. Je demande pardon. Du coup, boum. Tu te prends le manche et puis t'y vas. Ouais, les gars, la première braille, c'est incroyable, quoi. Quoi? T'es tort ou pas? La première extraordinaire, les gars. Moi, limite, ça me faisait avancer. J'étais là. Mon corps, il avait envie d'avancer. C'était magnifique. Je me branlais debout. Devant Samantha Fox. Ouais. Le plus petit sexe du monde fait 3 cm. Est-ce que c'est plus ou moins? Je suis sûr que c'est moins. C'est 99 mm. 99 mm. De toute façon, on est quoi? On est 2000, un truc comme ça ce soir. Il y a bien un mec qui a une petite bite. Ah, franchement, je vais pas me moquer parce que ça ne se fait pas. Mais quand même, force à toi, ma biche. Force à toi, mon canard. Putain, c'est trop. Si ça avait été pour que le mec devienne prof de maths ou si vous voulez faire de l'aviron, peu importe. C'était pas un problème d'activité. Tu pars à zéro. Oh la gueule des messages avec Snaku, c'est vraiment que ça. Mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est quoi? C'est j'observe la personne dans son intégralité, ses qualités, ce qu'elle sait faire de bien. Je dis elle parce que c'est la première que j'ai en tête, avec qui j'ai fait un gros boulot, c'était une fille. Comment ça? Là où elle en est, émotionnellement, en termes de confiance en elle, et comment, à partir de... Quelle est ma matière pour commencer à construire quelque chose pour elle? Construire sa confiance, construire ses armes, construire quelque part un guerrier qui va au combat pour gagner des matchs. En vrai, coach, ça doit être quand même sacrément intéressant. Qui s'appelle Irena Pavlovic. C'était encore avant. Encore parce que j'avais noté Anastasia Pavlyuchenkova, t'es passé de la 350e à la 25e place. Non, moi je suis coach. Mondial, félicitations. Merci. Est-ce que Bonne nuit, mon Snaku, gros bisous. À quelqu'un pour le faire avancer? Bien sûr. C'est vrai. Mais... C'est intéressant. Snaku, c'est quand on se fait un let's play là? Un let's play en duo. C'est pas normal, mec. En fait, coacher. Un let's play des Je familles. dis souvent ça, hein, coacher, c'est prendre des positions. C'est-à-dire, je vais décider de te dire cette chose-là, de te le dire à ce moment-là. De te le dire, je suis pas obligé de te le dire. Il y a 1 million d'informations par jour, je vais pas donner toutes les informations. C'est à moi de les traiter, c'est à moi de décider quelles sont les informations les plus importantes, qui sont vitales. Et c'est à moi de faire en sorte de te passer l'information. Joue à Porno Empire. Bah ouais, je vais jouer à ça, je pense. Te permettre de faire des choses. Bon. Donc, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Quand est-ce que je le dis? Comment je le dis? Où je le dis? Snaku, il me respecte tellement pas. Il a dit FIFA 25 arrive. Genre, je suis condamné vraiment à jouer qu'à des jeux d'enculé. J'ai vraiment pas la fibre gamer. T'inquiète, y a FIFA qui va sortir là. T'inquiète. Pour pouvoir jouer ensemble. Que l'information soit Vraiment, vraie y a rien d'autre à faire pour lui. Non, t'inquiète, y a FIFA là. ou pas vrai, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel résultat j'ai envie d'obtenir pour toi. Et si ça doit passer par un truc qui est pas vrai, peu importe. J'ai l'exemple que je raconte souvent avec Serena, où j'ai menti à Serena. Mais j'ai bien fait de mentir. Ça a marché. Et en fait, le mensonge que je lui ai dit est devenu réalité. C'est quoi, par exemple? Elle était à Wimbledon et en fait, elle ratait tout au filet. Donc, comme elle ratait quand elle montait au filet. Putain, il me demande de regarder un truc quand c'est l'anecdote enfin intéressante. Parce que moi, ça va 2 minutes. Attends, c'est quoi? Pas en live. Attends, je vais regarder juste avec le son. Vas-y, c'est quoi ces jeux de fous? C'est quoi ces jeux de fous là?
Je pense que c'est une visite d'appartement, mais un peu revisitée. Ça commence, je crois. Je crois que je commence à comprendre. Ah mais c'est sacrément éducatif en vrai. Putain mais même dans ça tu dois être force Naku vu que t'as réussi à jouer à tous les jeux possibles en vrai. Si même avec ça il y a des jeux. Une vraie machine. Oh. Non mais y a pas de gameplay, on n'est pas au niveau 3 genre sur YouTube. Somebody put a dildo in my asshole, please. Hein? Oh, what am I touching right now? Oh, you missed your dick, sir. You missed again. Oh, it's slippery one, isn't it? Am I the one that's taking the sex now? It's gonna be a cum shot. Y'a même pas de gameplay. Y'a même pas de gameplay. Ah vas-y, il aime trop m'envoyer des trucs bourbiers comme ça tout le temps. J'ai compris, c'est un truc avec les doigts. Toutes les balles courtes, elle hésitait à y aller parce qu'en fait, elles allaient l'amener naturellement au filet. En fait, Serena avait un trop gros cul pour monter au filet. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Serena elle-même. Serena avait un cul vraiment beaucoup trop gros pour monter au filet. Pas moi qui l'ai dit. C'est physique en vrai. D'ailleurs, il y a le documentaire Netflix qui est incroyable sur Serena. Beaucoup plus intéressant que la vidéo qu'on est en train de regarder, je pense. Et nous des images récentes, soit normal. Elle avait une puissance, frère. C'était une dinguerie quand même. Les bastos qu'elle envoyait, c'était grave. Incroyable. Elle courait pas beaucoup, mais t'inquiète pas. Elle comblait autrement. Ah c'est trop. Après faut la bouger hein la Serena. J'aime trop regarder des highlights tennis. Ouh. Oh, incroyable. Ah ce qu'elle envoie c'est trop grave. Ouais, mon vieux Greedy vraiment dans la maison. Merci mon frère pour le raid. Faudrait vraiment qu'un jour j'arrive à raid Greedy. Hein. Mais pour l'instant, vu ce rythme catastrophique, on n'est pas arrivé encore. Attendez, là on écoute parce que ça m'intéresse. Or, c'est un endroit où elle avait pas confiance parce qu'elle avait tout raté depuis le début du tournoi. Elle voulait de mal. Mais en général, ça n'a jamais été son point fort. Et là, dans ce Wimbledon-là, elle a très très mal commencé. Et évidemment, c'est un cercle vicieux. Tu commences à rater les volets, du coup, tu commences à hésiter, t'hésites, t'en rates encore plus, etc. Et je me dis, si j'arrive pas à enrayer ça, elle gagnera jamais Wimbledon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les balles courtes, elle n'ose pas rentrer dans le terrain pour les attaquer parce que ça l'amène au filet. Donc, je veux dire, si elle rentre pas dans le court, elle va pas gagner les points. Elle sera beaucoup moins efficace. Et donc, il faut que j'arrive à la convaincre d'aller au filet. On est bien Kaiser. Hein. Et après un match qu'elle gagne très difficilement au début de tournoi, je lui dis, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est que tu as un taux de réussite au filet exceptionnel. Elle me dit, ah bon ? Enfin, en fait, je lui dis pas comme ça. Je lui dis, tu sais, le moment où je me sens le mieux, moi, c'est quand je vois une balle courte et que je sais que tu vas monter au filet. Elle me dit, bah, pourquoi ? Je lui dis, parce que tu as 75% de réussite au filet. Il se fout vraiment de sa gueule. Au fond du court. Elle me dit, ah bon ? Elle me dit, c'est incroyable, je pensais que j'étais nul au filet. Je lui dis, tu peux penser ce que tu veux, mais moi, c'est pas moi qui te le dis. C'est les stats. Donc, si tu veux. Voilà. Et comme elle me fait confiance à 100%, elle a même pas regardé les stats. Elle s'est sentie en confiance. Et elle y a cru. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à faire les choses complètement différemment, à monter au filet
avec une attitude différente, et elle a effectivement eu 75% de réussite au filet jusqu'à la fin du tournoi. Après, elle a gagné d'ailleurs. Elle a raison Donc, dans en ce fait, qu'il dit, j'avais parce que juste- regardez, moi, mon revers, comme je sais qu'il est nul, avant de faire mon revers, je pense déjà à mon revers catastrophique. Et ça m'encule en vrai. Et c'est ce qu'il me disait, le prof. Anticipé sur. Putain, fort. J'ai pas menti. J'ai anticipé. Non, je pense qu'il y a sur moyen, une il ment situation pas, que comme je l'ai convaincu, c'est devenu réalité. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux anticiper des choses. J'ai toujours dit, par exemple, si quelqu'un a un point faible, je vais lui dire que c'est son point fort. Mais je le pense. Le problème, c'est que je le pense. Si tu es faible mentalement, je vais te dire que tu es hyper fort mentalement et je vais te montrer comment. Et je vais te mettre dans des situations où tu vas l'être. Qu'est-ce que Et tu petit à petit, penses ça va devenir Pourquoi vrai. tu penses En fait, j'aurais juste anticipé, j'ai pas menti. Il y a des coachs français qui sont très connus dans plein de domaines depuis des années. Il y a eu Giroud, par exemple, qui a été un grand Cristalline, coach de foot à ça l'époque. coule de Philippe Lucas, source. on parlait d'un coach Elle est si bonne. Manodou à l'époque Je aussi. connais bien les deux. Est-ce qu'il faut être très autoritaire? Là, tu vois, par exemple, Giroud, il me disait, moi, j'étais très autoritaire. Alors, Giroud, c'était un personnage. Il allait voir les joueurs en boîte, il les engueulait, il disait au videur, il leur donnait un billet pour plus laisser rentrer les joueurs. Il donnait même des billets aux péagistes pour savoir quand les mecs sortaient d'Auxerre et tout vers Paris. Oui, je sais, je connais Enfin, l'histoire. tu connais l'histoire, il y Ouais, avait bien des sûr. cadenas aux mobilettes et tout. Enfin, et là. Est-ce qu'il faut être vraiment très autoritaire? Parce que si on veut être à un très gros niveau, il faut de l'excellence et il n'y a pas du tout de choix d'être, tu vois, de rentrer trop tard, voilà. Alors, je pense que les gens confondent autorité et exigence. L'exigence, on doit être à 100% d'exigence. L'autorité, pas du tout. Pas forcément. En fait, il y a un coach idéal pour chacun. Et j'essaie d'être ce coach-là pour chacun. Et c'est une personne différente à chaque fois. Avec certains, il faut être autoritaire parce qu'en fait, ils ont été éduqués dans un environnement autoritaire et ils n'arrivent à s'épanouir beau, et à MB. donner le Merci, mon meilleur frérot. d'eux-mêmes que dans un environnement autoritaire. Là, je peux être extrêmement autoritaire. J'ai déjà été extrêmement autoritaire. Par contre, je peux être pas du tout autoritaire s'il faut. Parce que tu n'as pas besoin. Si le gars il est exigeant Exactement. avec lui-même. Exactement. Avec Serena, par exemple, j'avais pas besoin d'être autoritaire. Par contre, il y avait plein de fois où c'est ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Je créais un environnement qui faisait qu'elle était capable de donner le meilleur d'elle-même. Et souvent, c'était le conflit. Il fallait que je crée un conflit avec moi. Quand elle était en conflit, Serena, elle fonctionnait très différemment de beaucoup de gens, mais ils sont tous différents. Par exemple, beaucoup de gens pensent que pour que les gens soient efficaces, il faut qu'autour d'eux, ce soit l'harmonie. Tu vois, pas d'engueulade, que le team, tout le monde aille bien, ça. En théorie, c'est vrai. En pratique, c'est pas toujours vrai. Serena a toujours été meilleure quand c'est le chaos autour d'elle. Que tout le monde s'entretue, que tout le monde se déteste, que ça gueule. Là, elle est très forte. C'est là qu'elle joue le mieux, c'est là qu'elle donne le meilleur. Bon. Pour la pousser un peu dans ses retranchements, dans ses Je vais dire limites. des choses qui vont la rendre complètement dingue. Elle a envie de me tuer. Bon, c'est un peu dangereux, mais, mais c'était les meilleurs entraînements qu'elle a produits. Hein. Après, imposer le respect, c'est pas forcément en criant fort et en parlant mal aux gens. J'ai jamais parlé mal aux gens. Déjà, je supporte pas ça. Donc, humilier les gens, mal leur parler, ça, c'est un truc que je ferai jamais. Je À peux part être pour très énerver Serena Williams volontairement. Oui, mais Toi, Guillaume, je sais que c'est tout l'inverse, mais moi, non. je l'énerve, mais je vais pas l'humilier. Je vais Ah pas, oui, la- oui. je vais pas, Ah oui, bah non. Bah oui, Guillaume. pas mal lui parler. Surtout toi. Mais je vais lui dire un truc qui, je sais, va la mettre dans un état d'énervement avancé. Pour comprendre ta rencontre 2012, Ouais. on est en 2012, tu as 42 ans à l'époque. Après, Comment JP, te demande tu vas te faire d'entraîner, bonne neuf, quoi. Comment ça se passe? Comment je la rencontre? Écoute, je la connais un petit peu. Alors, d'abord, c'est un micro-milieu. Je connais 100% des joueurs, hommes et femmes, du circuit, parce que c'est comme une caravane qui va de pays en pays avec toujours les mêmes gens. C'est un peu comme la F1, tout le monde se serre la main et s'est déjà rencontré. Quoi, en tout cas. Exactement. Donc on se connaît, mais comme ça, ni plus ni Oh, moins. le bon Et vieux puis Serena, bon, elle a la rallye carrière qu'elle a, elle a 13 fois Incroyable, des grands on dirait que du chelems, elle a Maroc. 30 ans. Sous Poms. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas gagné un Ce grand bon vieux chelem. rallye, vraiment. Et elle pense qu'elle est un Rallye, il y a la enfant qui matinale une carrière. à 9h, hein, réveille-toi. Et, Ah oui, mon elle, pote. c'est pas quelqu'un qui aime l'échec, et donc elle veut remporter un dernier grand chelem. avant Dems, d'arrêter. Dems, Dems, Dems. Et elle Ouais, perd au je premier Dems, t'as tour encore Roland envie, mon Garros. C'est la frérot? première fois de sa carrière Ça va ou qu'elle quoi perd au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Et elle est au fond du trou, quoi. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas gagné un Grand Chelem, elle perd au premier tour de Roland Garros. Elle a 30 ans. Et elle est à Paris, après Roland Garros. Et elle Vas-y, sait que j'ai go une bingo. académie à Paris à l'époque, parce que j'étais pas encore dans le sud de la France. Montreuil. Donc j'avais le même bronzage que toi. Et donc, Oh elle la m'appelle. bastos. Et elle me dit, est-ce que je peux venir m'entraîner à ton académie quelques jours, parce que j'ai Wimbledon juste derrière et je joue pas bien, ça, je suis pas contente. Je lui dis pas de problème. Et lorsqu'elle vient, j'ai organisé, elle m'a demandé 2 sparring partners, donc 2 gars pour jouer en face d'elle, et seule face à 2 gars. Et moi je viens, mais je reste à l'extérieur du terrain, je viens juste pour vérifier que tout se passe bien, qu'elle a ce qu'il lui faut, etc. Et elle joue 45 minutes comme ça. Donc je regarde de l'extérieur, elle finit, c'est 45 minutes, elle va s'asseoir pour boire un coup, et elle se retourne vers moi, et elle me dit, talk to me, parle-moi. Je m'y attendais pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Et donc, je rentre sur le court. Et je lui réponds, écoute, j'ai vu ton match
que tu as perdu au premier tour, là. Et je vois toutes ces erreurs que tu as faites pendant ce match. Et quand je vois ton entraînement, tu fais les mêmes erreurs. Donc c'est un peu embêtant parce que tu vas continuer à les faire. Elle me dit, ah bon, lesquelles? Curieux à Je lui beaucoup. explique. Elle me dit, est-ce qu'on peut bosser dessus? Je lui dis, pas de problème. Elle me dit, on y va. Et donc je rentre sur le cours et je commence. Et donc je fais la séance. À l'époque, j'entraîne un joueur qui s'appelle Grigor Dimitrov, mais en l'occurrence, il n'est pas là cette semaine. C'était une semaine où il partait en tournoi sans moi. Donc elle me demande si je peux ensuite, donc on finit l'entraînement, elle me dit j'ai adoré, est-ce qu'on peut faire demain aussi? Je dis ok, on fait le lendemain, puis le surlendemain, puis elle devait partir, elle me dit bah, finalement, si je reste quelques jours, est-ce qu'on peut continuer? Je lui dis oui, donc on fait toute la semaine. Elle repart aux États-Unis, moi je pars à Wimbledon, elle part aux États-Unis juste quelques jours avant d'aller à Wimbledon, et la veille de son départ pour Wimbledon, je suis moi déjà à Wimbledon avec mon joueur Dimitrov, elle m'appelle et elle me dit est-ce qu'on peut se voir demain? Bah, je lui dis oui, enfin on se verra après-demain. Non, demain. Elle me dit j'arrive demain, je voudrais te voir demain. Ok. Et donc on va dans un café à Wimbledon et elle me dit écoute, je me sens hyper bien avec toi, j'ai jamais eu un coach, à part mon père. C'est la première fois de ma vie que j'ai un coach. Oui. Et pour ceux qui ont vu, il y avait la méthode Williams, c'est le film où Will Smith joue le papa des sœurs Williams et qu'il les forme. Voilà, pour ceux qui ont Skip, il est incroyable ce film, je l'ai jamais vu, putain la honte. Qui va les accompagner au départ. Ouais, très très bon film. Très très bon film, ouais. Will Smith, c'est incroyable. Moi qui connais très bien le père Williams, c'est hallucinant. C'était lui, ouais. Ah non, mais c'est fou. D'ailleurs, il m'a dit un truc très très bien. Parce que si tu revois le film, tu vas y penser. En fait, le père Williams, il a un truc, c'est que il a une manière de regarder qui est différente. Et en fait, quand j'ai rencontré Will Smith pendant la première du film, je lui ai dit mais comment t'as fait? Je lui ai dit c'est incroyable comment tu ressembles au père Williams, alors qu'a priori tu ne ressembles pas du tout. Il m'a dit oui, mais tu sais pourquoi? Il m'a dit je me suis rendu compte qu'il ne regardait pas les gens, il regarde à travers les gens. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit putain, mais il a raison. Il a une espèce de regard un peu vitreux, où tu as l'impression qu'il te transperce. Et il a une manière de regarder qui est unique. Et en fait, il a réussi à retranscrire ça. Bon, bref, ça me C'est hyper intéressant. Il bosse à ce point-là, les passages. Oui. Ah oui, mais incroyable. Mais vraiment incroyable. Tu ne peux pas imaginer. Je te dis, le père Williams, il a une manière de se comporter qui j'ai jamais vue. J'ai jamais vu personne se comporter comme ça. Et Will Smith, il a tout capté, y compris dans le regard. Son regard sur les gens et les choses, il a réussi à le capter et à le reproduire à l'identique. Juste un truc, il n'y a pas une histoire où tu as appris la politesse à Serena Williams? C'est quoi cette histoire? Alors, donc on commence. Elle me demande à Wimbledon si je peux faire le tournoi avec elle. Je lui dis si Grigor Dimitrov est d'accord que je le fasse avec vous deux, je le fais. S'il n'est pas d'accord, j'ai un engagement vis-à-vis de lui, donc je ne le ferai pas. Et Grigor m'a dit oui, donc j'ai coaché les deux. Et en l'occurrence, Serena a gagné Wimbledon en simple et en double. Donc il y a une vraie différence. Ouais. Puis on est parti aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y avait les Jeux Olympiques 3 semaines après, comme cette année d'ailleurs. Pareil, après Wimbledon, juste après. Et elle a gagné médaille d'or en simple et en double aux Jeux Olympiques. Puis on est parti à l'US Open, elle a gagné l'US Open. Puis elle a fait le Masters en fin d'année, elle a gagné le Masters. Alors qu'elle avait perdu au premier tour l'année d'avant. Donc il y a une vraie différence. Ah oui, ça y est. Et elle est redevenue numéro 1 mondial, et ensuite on a fait elle a gagné 10 grands chelems. On a gagné 10 grands chelems ensemble pendant 3 ans et demi. Elle est restée numéro 1 mondial 3 ans et demi consécutifs, ce qu'elle n'avait jamais fait dans sa carrière. Donc ses 4 meilleures années de sa carrière, c'est entre 30 et 34. C'est quand on travaille ensemble. Tu crois qu'il y a eu un impact sur ces victoires? Non. Et donc, oui, on est à Wimbledon, premier entraînement. Je l'attends sur le court, elle arrive. Et au moment où elle arrive, donc elle passe en face de... Je suis sur le court, tu vois, elle passe devant moi, elle va s'entraîner avec moi. Et je lui dis bonjour. Et elle passe comme ça, comme si elle ne me connaissait pas. Elle passe à côté de moi, comme ça, elle ne me regarde même pas. Pas bonjour, rien, elle ne me regarde pas. Je suis un peu surpris, tu vois. L'entraînement démarre, elle commence à taper et tout. Et puis au bout de 10 minutes, je vais lui dire un truc, donc je commence à lui parler. Et elle ne me regarde pas, elle ne me répond pas. Comme si je n'existais pas. Pourquoi elle fait ça? Alors, pourquoi, je vais te dire. Je pense qu'elle le fait plus ou moins volontairement quand même. Je pense que c'est comme ça qu'elle prend le pouvoir sur les gens. D'abord, elle est très intimidante, naturellement. Elle a vraiment un charisme incroyable. Quand tu l'as à côté de toi, elle remplit toute la pièce. Hein. Elle a déjà physiquement, elle a les cheveux comme ça, elle prend de la place, et puis elle a un charisme. C'est un truc que tu peux pas, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Et elle se rend compte qu'elle fait peur aux gens. Et en fait, cette manière de se comporter fait que les gens, après, ils ont peur d'elle. Et quand ils ont peur d'elle, c'est elle qui a pris le pouvoir. Et je pense qu'elle me testait, mais elle le fait avec tout le monde. Hein. J'ai vu faire ça avec tout le monde. Sauf que tout le monde s'écrase, en fait. Et après, c'est terminé. Mais après, t'es mort. Et puis même pour un coach, c'est pas bien de s'écraser. Bah non. Tu peux pas. Il faut te faire... Si le joueur te respecte pas, s'il a pas une confiance totale en toi, s'il a pas envie de t'écouter, tu peux pas travailler. Et je lui dis, il y a 3 règles avec moi que tu vas les respecter. Et je lui parle comme ça. Bon, il faut te dire que personne ne lui parle comme ça. Et en plus, c'était mon premier jour. Donc, les mecs m'ont dit, quoi, t'en fous. Bon, bah, c'est son dernier jour. Premier et dernier. C'était un risque.
Ah bah c'était un risque énorme. Mais bon, si à partir du moment où tu vas donner du temps, faut que ça serve à quelque chose. Donc C'est pas ça, c'est que je me suis dit, si je ne fais pas ça, elle a pris le pouvoir et moi je l'ai perdu, bah c'est terminé. Je vais être un pantin pendant tout le truc, ça sert à rien. Aucun intérêt. Donc soit je reprends le pouvoir tout de suite, soit ça sert à rien, vaut mieux que j'arrête. Et donc j'accepte l'idée et c'est pour ça que je dis, On dirait Serge avec Brad Pitt. tu dois accepter de prendre le risque de perdre ton job. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu peux pas coacher. Bon. Et je lui dis, donc il y a 3 règles et tu vas les respecter. Règle numéro 1, quand tu arrives le matin, tu me regardes, tu me dis bonjour. Règle numéro 2, quand je te parle, tu t'arrêtes, tu me regardes et tu me réponds. Et si tu respectes pas ces 2 règles, je t'en colle une. Et là, elle me dit, et la règle numéro 3. Et putain, et je dis, putain, merde, je l'ai oublié. Je dis la 3, je sais pas, mais ça me reviendra et je te le dirai. Mais les 2 premières, et, voilà, et ça a tout changé. Waouh, ok. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit là? Elle t'a respecté dans ses yeux, t'as vu le... Un mois après, elle m'a dit, quand t'as fait ça, ça a été... Elle m'a dit, j'ai jamais respecté quelqu'un comme toi. Mais donc parfois, pour se faire respecter, il faut savoir... Il faut savoir refuser qu'on te traite de manière anormale. Il vient d'inventer C'est important l'anecdote. ce que je viens de dire. Ouais. De toute façon, Serena verra jamais cette interview de merde, donc il peut dire ce qu'il veut. Les gens acceptent trop. Et c'est là que j'ai mis une torgnole à Serena Williams. Une semaine après, elle gagne l'US Open et Wimbledon en même temps. Parce que ce jour-là, on avait organisé l'US Open et Wimbledon dans la même semaine. Et Serena, c'est quelqu'un qui est capable de gagner les 2 en même temps. Depuis que je l'ai pris en main. Avant, l'année d'avant, elle a perdu au premier tour de Wimbledon. Qu'on se comporte mal avec eux. Le père de Serena s'est comporté horriblement mal avec moi, mais t'as même pas idée. Mais je le comprends, tu vois. Je le comprenais intellectuellement, émotionnellement. J'ai pris sa place. Ça faisait 30 ans qu'il se battait pour sa place. C'est un gars qui s'est battu contre ça. Ouais, il a fait un miracle aussi. Ouais, il a fait des choses exceptionnelles. Il a jamais été reconnu à sa juste valeur. C'est un noir qui arrive dans un monde de blancs où il n'y a pas un black, tu vois. Il a dû s'imposer. Il a sacrifié toute sa vie pour ça. Il y a cette espèce de con qui arrive et qui prend sa place. Horrible, quoi. Non, mais je comprends. N'empêche que j'y suis pour rien, tu vois. Moi, j'ai rien demandé. Serena m'a demandé de faire ce job. J'ai demandé à Serena d'être claire avec lui. Blanc sans le N, ça fait black. Bon, tu vois, Il y a un black qui arrive là. j'étais correct avec lui. Moi, j'ai rien à me reprocher, donc je suis à l'aise. Doucement, Et black. quand il se comporte très mal avec moi, même si je le comprends, je l'accepte pas. Et donc, ça a été un gros combat avec lui, énorme. C'est allé mieux après ou pas avec le Après, temps c'était très bien. Quand ça a marché? Ça a été il a été fantastique après. De toute façon, c'est un mec exceptionnel, vraiment. Je valide pas tout ce qu'il a fait, mais après, qui suis-je pour valider ou pas? Mais en tout cas, j'ai un respect exceptionnel pour ce qu'il a réalisé. Je trouve ça incroyable. Pour moi, il n'y a personne dans le sport qui a fait ce qu'il a fait. Je trouve que c'est hors norme de prendre 2 gamines et d'en faire 2 numéros 1 mondial dans le sport le plus dur au monde. Ouais, c'est fou, c'est fou. C'est-à-dire le plus compétitif au monde pour des femmes. Sans avoir d'argent. Sans avoir un rond, en n'y connaissant rien. Il connaissait rien. Mais qui n'a jamais joué au tennis de sa vie. Ah, c'est irréel. Mais quand tu connais le mec, tu comprends pourquoi c'est possible. Il a des qualités hors normes. D'abord, intellectuellement, il est très au-dessus de la moyenne. Et 2, il fait passer ses gamins avant tout. Alors que les 3/4 des parents que j'ai vus dans le tennis, pour pas dire tous, ils font passer leur intérêt avant celui de leur gamin. C'est-à-dire qu'ils préfèrent que le gamin soit un peu moins fort et qu'il soit toujours là, plutôt qu'il soit plus là et que le gamin soit très fort. Et là, il y a un espèce de conflit qui est très très malsain. Et lui, celui-là, il l'a résolu. C'est-à-dire qu'il a été capable de dire à un moment, Patrick, il est meilleur que moi, je dégage. Ah là, putain, quand il a fait ça, je me suis dit, le mec, c'est exceptionnel. Non, il est exceptionnel, ce mec. Je suis pas meilleur que lui, mais je suis plus le mec de la situation, on va dire, à ce moment-là, pour sa fille, que lui. Et t'aurais peut-être été moins bon au départ, à l'époque, que son père. Il a été capable de se mettre sur le côté et de dire, j'accepte que ce gars-là, j'accepte, et je trouve ça bien, et je le valide, et je dis même à ma fille, tu fais le bon choix. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Merci Yarmad pour le resub. Toi, t'as 5 enfants. Ouais. On parle des enfants des autres, hein, du papa de Serena, mais comment tu les as éduqués? Tu disais tout à l'heure que tu étais vachement plus à l'écoute, etc., que tu n'avais pas été à l'écoute, machin. Est-ce que tu fais attention aux erreurs que tu as pu avoir, toi ou tes parents, pour les appliquer sur tes enfants? Évidemment, je pense que tous, autant qu'on est, d'abord, Franchement, envie de se reposer, avec tout le respect. tous les parents essaient de faire le mieux possible. Tous. On fait du mieux qu'on peut. Mais on fait tous plein d'erreurs. Plein d'erreurs qui sont liées à ce qu'on a vécu, qui sont liées à tout un tas de trucs. Mais je pense Ouais, l'interview, elle est pas folle, en vrai. Après, c'est intéressant, mais je sais pas. que il faut pas trop s'en vouloir de faire des erreurs.
Il faut s'en vouloir de ne pas apprendre, c'est toujours pareil. Il faut s'en vouloir de ne pas se remettre en question. Il faut s'en... Ça oui, enfin il ne faut pas qu'il faut s'en vouloir, parce qu'il ne faut pas le faire. Il faut vraiment faire les efforts. Et si on ne le fait pas pour soi, il faut le faire au moins pour les autres, pour les gens qu'on aime, pour ses enfants, pour la personne avec qui on vit. Il faut apprendre. Bah, c'est sa manière de raconter les choses aussi, des fois. J'ai appris. Après, est-ce que je suis bon avec mes enfants? Sûrement pas assez. Sûrement pas assez, je suis pas content. Je trouve que je suis pas assez à l'écoute, je peux faire beaucoup mieux. Je trouve que c'est très dur avec ses propres enfants, parce que l'émotion, elle est multipliée par 10, quoi. Ah ouais. C'est dingue. Ma fille a joué au tennis. Une de mes filles, elle jouait très bien, elle était dans les meilleures françaises. Je ne pouvais pas aller la voir jouer. C'était insoutenable. Ah bon? Ah oui, je lui ai dit, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Gros. Je peux pas. J'arrive pas du tout à prendre de distance, parce que c'est ma fille. D'ailleurs, tous ses parents qui sont dans le tennis, je sais pas comment ils font. C'est-à-dire, t'arrives même pas à aller la voir sur le terrain, te Non. mettre dans le gradin? Ah oui? Non. Bah, elle joue plus, hein, mais depuis longtemps, mais elle a arrêté assez tôt. J'ai divorcé quand elle avait 13 ans, donc quand j'ai divorcé, elle a arrêté. Mais par contre, oui, j'essaye de faire le mieux possible. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Je sais ce qu'il faudrait faire. C'est déjà pas mal. Quel conseil tu leur as répété toute leur vie? Est-ce qu'il y a un conseil que tu leur répètes? Alors d'abord, je déteste les conseils. Je suis anti-conseil. Vraiment. Non, vraiment. On est... Salut Péfu, tu te rappelles du gars à Marrakech quand t'es sorti du restaurant? C'est un peu vague quand même. L'information est un peu vague. On n'est pas là pour conseiller. D'abord, quand on conseille, c'est toujours par rapport à soi, qu'on le veuille ou pas. Même si tu donnes un conseil à l'autre, c'est par rapport à toi, à ton ressenti à toi, à ce que toi tu penses, à tes valeurs à toi. À ton expérience, ouais. On s'en fout de ça. Le sujet, c'est pas toi, c'est l'autre. Donc, que donner des Mais tu sais, moi je crois que j'ai un vrai problème, une vraie maladie, c'est que je peux oublier le visage de quelqu'un en 1 minute 30. Et je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'y arrive pas. J'essaye de me forcer et tout à retenir, mais j'arrive pas. conseils, j'aime pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est vivre l'aventure avec l'autre. Salut Péfu, t'as pas une fois quand t'es sorti du train? Ouais, je me rappelle. Tu traverses des moments où il y a des moments de doute, il y a des moments de questionnement, et là, tu vas aider l'autre à prendre les bonnes décisions, mais pas en Ton cerveau a pas de rame. Non, on les a enlevés pour le voyage en soute. soute. On le truc avec Les lui. rames. Et là, t'as 5 enfants, il y en a qui jouent au tennis toujours, qui Non. voudraient de... Non. Non. Mais je veux pas. C'est vrai? Non. Même si c'est ta passion, c'est marrant ça. Non, mais qui joue. Bah on tease je le veux pas portrait qu'il robot, fasse genre ça. des keufs qui me disent ouais on va faire un portrait robot du truc. Ça, non. C'est pas un métier que c'est pas un métier que je conseillerais, parce que c'est très dur. Alors, non pas que ce soit un problème d'être dur, hein, ça c'est super, il faut que ce soit dur. Mais quand je dis c'est dur socialement. En fait, tu es dans des avions toutes les semaines, toute l'année, t'as pas trop de vie sociale. T'as une pression, mais permanente. Oh Tous les Patrick, jours, tous les jours. je t'aime bien, hein, je t'apprécie. Hein. Mais repose-toi un peu. Repose-toi un peu, mais doucement. Putain, ils l'ont enlevé de Arte, j'ai envie de me foutre en l'air. Pourquoi ils l'ont enlevé? C'est tellement bien les documentaires sport.